Marie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Ses mains tremblaient encore. Serrant le téléphone où elle venait de voir la vidéo envoyée par une amie anonyme, sa fille unique, Sophie, enlacée passionnément avec une autre femme dans un bar du Marais. Le choc la traversa comme un coup de poignard. Et elle s'effondra sur le sol, les larmes coulant sans retenue, se demandant comment son monde si bien ordonné avait pu basculer en un instant. Sophie, 25 ans, vivait encore sous le toit familial à Paris, dans un quartier bourgeois du 16e arrondissement. Elle travaillait comme assistante dans une agence de publicité. Un emploi stable qui masquait bien ses tourments intérieurs. Depuis l'adolescence, Sophie avait lutté contre ses sentiments, enfouis sous des couches de conformité imposées par sa mère, Marie. Une femme de 50 ans, veuve depuis 10 ans, profondément ancrée dans les traditions catholiques et les valeurs conservatrices de sa famille. Marie avait élevé Sophie seule après la mort brutale de son mari dans un accident de voiture. Et elle avait tout sacrifié pour que sa fille devienne une jeune femme respectable, études brillantes, amie triée sur le volet, et un avenir tracé vers un mariage conventionnel. Ce soir-là, Sophie rentra plus tard que d'habitude. Elle avait passé la soirée avec Élise, sa compagne secrète depuis 6 mois. Élise, 26 ans, était une artiste peintre originaire de Lyon, installée à Paris pour poursuivre ses rêves. Avec ses cheveux blonds courts et son regard bleu perçant, elle incarnait la liberté que Sophie enviait tant. Leur relation avait commencé par hasard, lors d'une exposition d'art où Sophie s'était rendue par curiosité. Un regard échangé. Une conversation animée sur les toiles abstraites. Et soudain, Sophie avait senti son cœur s'ouvrir à des émotions qu'elle avait toujours réprimées. En poussant la porte, Sophie sentit immédiatement l'atmosphère lourde. Marie était assise à la table de la cuisine, les yeux rougis. Le téléphone posé devant elle comme une preuve accablante. « Maman », murmura Sophie. Le cœur battant. Marie leva la tête, son visage marqué par la douleur et la colère. « Assieds-toi, Sophie. Nous devons parler. » La voix de Marie était froide, tranchante, comme un verdict prononcé dans un tribunal. Sophie obéit, les jambes flageolantes. Elle savait que ce moment arriverait un jour, mais elle n'était pas prête. « J'ai vu la vidéo, » dit Marie d'une voix tremblante. « Toi et cette femme. Comment as-tu pu me faire ça? À moi? À notre famille? » Sophie sentit une vague de panique l'envahir. Elle avait toujours su que sa mère ne comprendrait pas. Mais l'entendre ainsi formuler la blessait profondément. « Maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Élisée. Elle est importante pour moi. » Les mots sortaient difficilement. Comme si chaque syllabe était un aveu de trahison. Marie secoua la tête, les larmes coulant à nouveau. « Importante? Sophie. Tu sais ce que dit l'Église. Tu sais ce que penseraient tes grands-parents? Tes oncles et tantes. Nous sommes d'une famille respectable. Ton père, que Dieu ait son âme, n'aurait jamais toléré ça. » Sophie sentit la colère monter en elle. Son père, cet homme distant qu'elle avait à peine connu, était devenu un fantôme invoqué pour justifier chaque interdiction. Papa est mort. Maman. Et je suis vivante. Je ne peux pas continuer à me mentir pour te plaire. La dispute éclata alors, violente et sans filtre.
Marie accusa Sophie d'être influencée par la société moderne, par ces idées perverses propagées par les médias. Sophie riposta en parlant de son isolement, de ses années passées à feindre l'intérêt pour des garçons qu'elle n'aimait pas, pour des fêtes où elle se sentait étrangère. Tu m'as élevée dans la peur, maman. Peur de qui je suis vraiment. Marie. Blessée. Répliqua, je t'ai protégée. De la honte. Du rejet. Imagine ce que diront les voisins. Les amis de l'église. Au milieu de la nuit. Sophie quitta l'appartement en claquant la porte, emportant seulement un sac avec quelques affaires. Elle se réfugia chez Élise. Dans son petit studio du 11e arrondissement. Un havre de chaos créatif rempli de toiles inachevées et de livres empilés. Élise l'accueillit les bras ouverts. Mais Sophie ne pouvait chasser le sentiment de culpabilité. Avait-elle trahi sa mère? Était-ce le prix de sa liberté? Élise, sentant son trouble, la serra contre elle. Tu as fait le bon choix, Sophie. L'amour n'est pas une honte. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Marie, seule dans l'appartement vide, oscillait entre la rage et le désespoir. Elle appela sa sœur, Claire, pour se confier. Claire, plus libérale, tenta de la raisonner, les temps changent. Marie. Sophie est adulte. Laisse-la vivre sa vie. Mais Marie ne pouvait l'accepter. Elle décida d'agir, contactant un prêtre de la paroisse pour organiser une intervention spirituelle. Elle croyait fermement que Sophie était perdue, influencée par des forces extérieures, et qu'il fallait la ramener sur le droit chemin. De son côté, Sophie luttait avec ses propres démons. Chez Élise, elle se sentait libre pour la première fois. Mais les appels incessants de sa mère la hantaient. Élise, patiente, l'encourageait à affronter la réalité. Tu ne peux pas fuir éternellement. Parle-lui. Explique-toi. Mais Sophie hésitait, terrifiée par l'idée de perdre sa mère pour toujours. Un soir, alors qu'elles dînaient ensemble, Élise posa la question fatidique, « Es-tu prête à tout sacrifier pour nous ?» Sophie hocha la tête. Mais au fond d'elle, le doute persistait. Marie, déterminée, organisa une rencontre surprise. Elle invita Sophie à un café neutre, prétextant une discussion calme. Sophie accepta, espérant un miracle. Mais en arrivant, elle trouva non seulement sa mère, mais aussi le prêtre et sa tante Claire. C'était une embuscade. « Nous sommes ici pour t'aider, ma chérie, dit Marie d'une voix faussement douce. Le prêtre commença à parler de péché, de rédemption, citant des passages de la Bible. Sophie se sentit piégée. Trahie. Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis, cria-t-elle avant de partir en courant. Cette confrontation marqua un point de non-retour. Sophie bloqua le numéro de sa mère, se plongeant dans sa relation avec Élise. Mais la liberté avait un prix, l'isolement. La perte d'un réseau familial qui avait toujours été son ancre. Élise, de son côté, commençait à sentir la pression. Elle avait grandi dans une famille ouverte, acceptant sa sexualité sans drame, et elle peinait à comprendre la profondeur du conflit de Sophie. Pourquoi ne pas simplement couper les ponts, suggérait-elle. Mais Sophie savait que c'était impossible, les liens du sang étaient trop forts.
Marie, effondrée, chercha du soutien dans son cercle conservateur. Lors d'une réunion à l'église, elle confia son tourment à des amis, qui la confortèrent dans ses convictions. C'est une phase. Elle reviendra, disait-elle. Mais au fond, Marie doutait. Elle repensait aux signes qu'elle avait ignorés, les amitiés intenses de Sophie au lycée, son manque d'intérêt pour les garçons. Avait-elle été aveugle? Ou avait-elle choisi de l'être? Les semaines passèrent, et Sophie s'installa définitivement chez Élise. Leur vie commune était un mélange d'euphorie et de tension. Élise peignait tard le soir, inspirée par leur amour, tandis que Sophie tentait de se concentrer sur son travail. Mais les nuits étaient agitées, Sophie faisait des cauchemars où elle revoyait le visage déçu de sa mère. Je l'ai brisé, murmurait-elle à Élise dans l'obscurité. Élise la rassurait. Mais une fissure apparaissait dans leur relation. Élise voulait avancer. Planifier un avenir ensemble. Peut-être même officialiser leur union. Sophie, hantée par son passé, hésitait. Un jour, au bureau, Sophie reçut un appel inattendu de sa tante Claire. Ta mère est malade? Sophie. Elle ne veut pas que tu le saches. Mais je pense que tu devrais venir. Le cœur serré, Sophie raccrocha. Partagée. Était-ce un piège? Ou une réalité cruelle? Elle décida d'y aller. Sans en parler à Élise. Craignant sa réaction. À l'hôpital, elle trouva Marie alitée. Pâle et affaiblie par une crise cardiaque mineure due au stress. Maman, murmura Sophie en entrant dans la chambre. Marie ouvrit les yeux. Surprise. Sophie. Tu es venue. Les larmes coulèrent sur ses joues. Pour la première fois depuis des mois. Elles parlèrent sans cri. Marie avoua sa peur. J'ai perdu ton père? Je ne veux pas te perdre toi aussi. Sophie, émue, expliqua son amour pour Élise. Comment il la rendait heureuse. Ce n'est pas contre toi. Maman. C'est pour moi. Marie écouta. Mais ses convictions restaient ancrées. Je prie pour toi tous les jours, dit-elle simplement. Cette visite raviva les doutes de Sophie. De retour chez Élise, elle resta distante, prétextant la fatigue. Élise sentit le changement. Qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes? Sophie nia. Mais la vérité était plus complexe. Elle se sentait coupable d'avoir abandonné sa mère, et les pressions sociales pesaient lourd. À Paris, malgré les avancées, les regards en coin dans la rue, les commentaires murmurés, laissaient des traces. Élise, frustrée, organisa une soirée avec des amis pour distraire Sophie. Parmi eux, il y avait Camille, une ancienne amie d'Élise, ouvertement lesbienne et militante pour les droits LGBT. Camille parla avec passion des luttes, des victoires, encourageant Sophie à embrasser pleinement son identité. Ne laisse pas ta famille te définir, dit-elle. Sophie fut touchée, mais cela accentua son conflit intérieur. Était-elle prête à devenir une militante? Ou voulait-elle simplement une vie tranquille? Marie, sortie de l'hôpital, décida de contre-attaquer. Elle contacta Élise directement, obtenant son numéro via une connaissance commune. Je veux rencontrer la femme qui a volé ma fille, dit-elle au téléphone. Élise,
Surprise. Accepta. Curieuse. La rencontre eut lieu dans un parc, sous un soleil timide. Marie observa Élise avec méfiance, mais fut frappée par sa sincérité. Je l'aime, madame. Vraiment, dit Élise. Marie riposta, l'amour? Ou une mode passagère? Sophie mérite mieux qu'une vie de marginalité. Élise défendit leur relation, parlant de respect mutuel, de projets d'avenir. Mais Marie planta une graine de doute, Sophie est fragile. Elle a besoin de sa famille. Êtes-vous prête à la voir souffrir pour vous? Élise rentra troublée. Et pour la première fois, elle questionna Sophie sur son engagement. Ta mère a raison sur un point, es-tu sûre de vouloir ça? Sophie, blessée, accusa Élise de douter d'elle. La dispute éclata. Révélant des failles, Élise voulait une vie ouverte. Sophie craignait le jugement. Le lendemain, Sophie reçut une lettre de sa mère. Un long plaidoyer émotionnel. Marie y avouait ses erreurs, mais insistait sur les valeurs familiales. Reviens, et nous trouverons une solution. Sans elle. Sophie déchira la lettre. Mais les mots restèrent gravés. Elle se confia à Camille, qui l'encouragea à résister. C'est de la manipulation émotionnelle. Batte-toi pour ton amour. Pourtant, le doute s'insinuait. Lors d'une fête familiale organisée par Claire, Sophie fut invitée en secret. Elle y alla, espérant une réconciliation. Mais sur place, elle trouva une assemblée hostile, cousin, oncle, tous informés par Marie. Les questions fusèrent, c'est vrai? Cette histoire avec une femme? Pense à ta réputation. Sophie se défendit, mais se sentit acculée. Elle quitta la réunion en larmes, réalisant l'étendue du rejet. De retour chez Élise, elle trouva sa compagne en train de faire ses valises. Je ne peux plus. Sophie. Tu n'es pas prête. Tu choisis ta famille par défaut. Le cœur brisé? Sophie supplia, non. Reste. Je vais changer. Mais Élise partit, laissant Sophie seule avec ses regrets. Avait-elle tout perdu par indécision? Le prix de la liberté semblait trop élevé. Marie, apprenant la rupture, jubila intérieurement. Elle invita Sophie à revenir, promettant l'acceptation. Sophie accepta, épuisée. Mais en rentrant, elle se sentit vide. Était-ce une victoire? Ou une capitulation? Les mois suivants furent une période de reconstruction fragile. Sophie réintégra l'appartement familial, reprenant une routine apparente de normalité. Marie, ravie, multiplia les attentions, dîners préparés, messes ensemble, invitations chez des amis convenables. Elle introduisit même un jeune homme, Thomas, fils d'une amie, espérant raviver chez Sophie un intérêt hétérosexuel. Il est charmant. Non, disait Marie avec un sourire forcé. Sophie jouait le jeu. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Les souvenirs d'Élise la hantaient, leur rire partagé, leur promenade le long de la Seine, la chaleur de leurs étreintes. Elle contacta Élise en secret, via un message anonyme, mais n'obtint aucune réponse. Élise avait bloqué tous les moyens de communication,
déterminée à tourner la page. Sophie se sentait coupable, sa faiblesse avait détruit leur amour. Au travail, Sophie croisa Camille par hasard, lors d'un événement professionnel. Camille, sentant sa détresse, l'invita à un café. Tu as l'air perdu, Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élise? Sophie se confia, larmes aux yeux. Camille l'écouta, puis la secoua. Tu as laissé ta mère gagner. Mais il n'est pas trop tard. Rejoins-nous à la marche des fiertés. Affirme-toi. Sophie hésita. Mais l'idée germa. Elle commença à lire des livres sur l'identité queer, à suivre des forums en ligne. Pour la première fois, elle se sentit moins seule. Mais Marie surveillait tout, elle fouilla le téléphone de Sophie, découvrant les recherches. Une nouvelle confrontation éclata. Tu recommences? Après tout ce que j'ai fait pour toi, cria Marie. Sophie, plus forte, riposta, ce que tu as fait? Tu m'as manipulée. Élise est partie à cause de toi. Marie, choquée, invoqua la morale, c'est contre nature. Sophie, pense à ton âme. Mais Sophie ne céda pas. Mon âme? Elle était en paix avec Élise. Marie, désespérée, menaça, si tu continues, tu devras partir pour de bon. Sophie accepta le défi, peut-être que c'est ce qu'il me faut. Elle contacta Camille pour de l'aide, et celle-ci l'hébergea temporairement. Ensemble, elles préparèrent la marche des fiertés à Paris. Sophie, nerveuse, y participa, portant un drapeau arc-en-ciel. Pour la première fois, elle se sentit appartenir à une communauté. Mais lors de l'événement, elle aperçut Élise de loin, main dans la main avec une autre femme. Le choc fut violent, Élise avait tourné la page si vite. Sophie s'effondra en larmes, réalisant le prix de ses hésitations. Camille la consola, c'est dur, mais c'est la vie. Tu dois avancer. Sophie décida alors de confronter sa mère une dernière fois. Elle l'invita à un rendez-vous public. Place de la Bastille. Marie vint, méfiante. Sophie parla calmement, maman. Je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Accepte-moi. Ou perds-moi. Marie. Les yeux embués. Avoua, j'ai peur pour toi. Le monde est cruel. Sophie insista, le monde change. Et toi? Marie promit d'essayer. Mais au fond, elle complotait. Elle contacta Thomas, le jeune homme, pour organiser une surprise, un dîner où Sophie serait piégée dans une situation ambiguë. Lors du dîner, Thomas se montra entreprenant, sous l'œil approbateur de Marie. Sophie, furieuse, quitta la table, c'est fini. Maman, tu ne respectes pas mes choix. Cette trahison finale brisa quelque chose en Sophie. Elle coupa tout contact avec Marie, se réfugiant chez Camille. Là, elle commença une thérapie, explorant ses conflits intérieurs. Les séances révélèrent des blessures profondes, le deuil non résolu de son père, la pression maternelle, la peur du rejet social. Vous avez le droit d'être heureuse, disait la thérapeute. Pendant ce temps, Marie sombra dans la solitude. Ses amis de l'église la soutenaient,
Mais elle doutait de plus en plus. Elle assista en secret à une conférence sur l'homosexualité et la foi, organisée par une association progressiste. Les témoignages la touchèrent, des parents qui avaient accepté leurs enfants, trouvant la paix. Marie pleura, réalisant ses erreurs. Élise, de son côté, luttait aussi. Sa nouvelle relation était superficielle, elle regrettait Sophie. Un jour, elle croisa Camille, qui lui parla de Sophie. Elle a changé. Elle se bat maintenant. Élise hésita, mais envoya un message, on peut parler? Sophie accepta, le cœur battant. Leur rencontre fut émouvante, excuses, larmes, promesses. Je t'ai perdu par peur, avoua Sophie. Élise répondit, et moi? Par impatience. Elles décidèrent de recommencer. Prudemment. Mais Marie n'avait pas dit son dernier mot. Apprenant la réconciliation, elle organisa une ultime intervention, elle contacta le patron de Sophie. Un homme conservateur. Pour révéler sa vie privée. Espérant la forcer à revenir. La nouvelle frappa Sophie comme un ouragan. Son patron l'appela dans son bureau. Le visage grave. J'ai reçu une lettre anonyme. Sophie. Concernant votre vie personnelle. Cela pourrait affecter l'image de l'agence. Sophie. Stupéfaite. Comprit immédiatement, c'était Marie. La trahison était profonde. Impardonnable. Elle quitta son emploi sur le champ. Furieuse et blessée. Comment a-t-elle pu, murmura-t-elle à Élise ce soir-là. Élise. Enragée. Voulut confronter Marie. Mais Sophie l'arrêta. C'est à moi de le faire. Elle se rendit chez sa mère. La porte claqua derrière elle. Pourquoi? Maman? Tu as détruit ma carrière. Marie. Les yeux froids. Répondit, pour te sauver. Cette vie te mènera à la ruine. Sophie cria, non. C'est toi qui me ruines. Ton amour est toxique. La dispute atteignit des sommets. Marie invoqua Dieu. La société. La famille. Sophie riposta avec des faits, les lois françaises protégeant les droits LGBT. Les études montrant que l'acceptation sauve des vies. Tu préfères me voir malheureuse que libre? Marie. Acculée. Avoua, je préfère te voir en sécurité. Même si ça signifie te perdre temporairement. Sophie partit. Déterminée à ne plus revenir. Avec l'aide d'Élise et Camille, elle porta plainte pour harcèlement. Bien que les preuves fussent minces. Le processus fut épuisant. Révélant les limites du système, les préjugés persistants. Même en France. Mais cela la renforça. Elle trouva un nouveau job dans une agence plus inclusive, où son orientation n'était pas un problème. Marie. Isolée. Affronta les conséquences. Sa sœur Claire la confronta, tu es allée trop loin. Marie. Sophie ne te pardonnera pas. Marie. Brisée. Chercha de l'aide dans un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Les réunions furent révélatrices, des histoires similaires. Des regrets. Des réconciliations. Marie apprit à questionner ses croyances. À voir au-delà des dogmes. Élise et Sophie. De leur côté. Consolidèrent leur relation. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand.
À Montmartre. Symbole de leur nouveau départ. Mais les cicatrices restaient. Sophie luttait avec la confiance. Élise avec la patience. Un soir, lors d'une dispute mineure, Élise lança, parfois. Je me demande si tu es vraiment prête. Sophie, blessée, répondit, et toi? As-tu oublié comment tu m'as quittée? Elles traversèrent une crise, consultant une thérapeute de couple. Les séances mirent en lumière les dommages, la trahison de Marie avait instillé la peur chez Sophie, tandis qu'Élise portait le poids du rejet passé. L'amour demande des sacrifices, dit la thérapeute. Elles travaillèrent dur, apprenant à communiquer, à pardonner. Marie, transformée par le groupe de soutien, décida d'écrire une lettre à Sophie. Pas pour supplier, mais pour s'excuser sincèrement. J'ai eu tort. Ton bonheur est plus important que mes peurs. Elle l'envoya, sans attendre de réponse. Sophie la lut. Émue, mais prudente. C'est un début, dit-elle à Élise. Pourtant, la société ajoutait ses propres défis. Lors d'une sortie, un groupe d'hommes les insulta dans la rue. Élise riposta. Mais Sophie se figea, revivant les peurs inculquées par sa mère. Cet incident les unit davantage, les poussant à s'engager dans l'activisme. Elles rejoignirent une association, organisant des ateliers sur l'acceptation familiale. Marie, apprenant leur engagement, assista anonymement à un atelier. Voir Sophie parler avec passion la toucha profondément. Après, elle s'approcha, « Je suis fière de toi. » Sophie, surprise, l'invita à un café. Leur conversation fut hésitante, mais honnête. Marie avoua ses luttes, « J'ai prié pour changer. » Sophie répondit, « Le changement vient de l'intérieur. » Pas de la prière seule. Cette rencontre marqua un tournant. Marie commença à accepter. Lentement. Elle rencontra Élise. Cette fois sans jugement. Prenez soin d'elle, dit-elle simplement. Élise hocha la tête, nous nous prenons soin l'une de l'autre. Mais les épreuves n'étaient pas finies. Sophie découvrit que Marie avait des problèmes de santé persistants, dus au stress accumulé. Elle insista pour l'aider, malgré les blessures passées. Nous sommes famille, dit-elle. Marie accepta, reconnaissante. Avec le temps, les relations s'apaisèrent. Sophie et Élise planifièrent un pax, une union civile, invitant Marie. Celle-ci accepta, marquant son évolution. Lors de la cérémonie, simple et intime, Marie pleura de joie, réalisant que l'amour de sa fille était authentique, pas une menace. « Je t'aime telle que tu es », murmura-t-elle à Sophie. Pourtant, les conflits sociétaux persistaient. Dans leur quartier, des voisins conservateurs murmurèrent, et Sophie reçut des messages haineux en ligne après un article sur son activisme. Élise et elle affrontèrent cela ensemble, renforçant leurs liens. Nous sommes plus fortes, disait-elle. Marie, pleinement intégrée, rejoignit même un groupe interreligieux promouvant l'inclusion. Elle témoigna de son parcours, aidant d'autres parents. J'ai failli perdre ma fille par ignorance, avouait-elle. Cela la guérit, lui donnant un but. Sophie, enfin en paix,
Réfléchit aux choix faits. Les trahisons. Les pertes. Les réveils avaient forgé son caractère. Elle écrivit un journal. Peut-être pour un livre futur? Sur les luttes intimes des femmes aimant les femmes en France. Élise. Inspirée. Peignit une série sur leur histoire, d'étoiles vibrantes de couleurs, symbolisant la résilience. Leur exposition attira l'attention, provoquant des débats sur les normes sociales. Mais au fond, Sophie se demandait, avait-elle payé le juste prix? Les dommages émotionnels étaient profonds. Mais la liberté valait-elle les larmes versées? La vie continua. Avec ses hauts et ses bas. Sophie et Élise voyagèrent. Construisirent une vie riche. Marie, grand-mère adoptive d'un chat qu'elles adoptèrent, trouva la sérénité. Pourtant, dans les moments calmes, Sophie repensait au début, cette vidéo fatidique. Les disputes. Les réconciliations. Était-ce inévitable? Ou des choix erronés avaient-ils prolongé la souffrance? Finalement, la question persiste, dans une société en évolution. Sacrifier sa vérité pour la paix familiale est-il un acte d'amour ou de lâcheté?